Nous avons déjà pris un peu de retard, mais nous allons prendre le temps d'écouter tranquillement notre prochain conférencier. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on commence. Et donc nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Metzl, que beaucoup d'entre vous connaissent. Il est président du conseil scientifique du centre de recherche du château de Versailles, l'un des fondateurs de la Society for Court Studies et de la Levantine Heritage Foundation. Il est l'auteur de très nombreux ouvrages, je ne vais pas pouvoir tous les citer ici, des ouvrages sur l'histoire de France d'une part, et puis sur le Moyen-Orient d'autre part. Je mentionne son ouvrage sur Louis XVIII, paru en 1982, et réédité cette année même. Cette année même, oui. C'est l'année du bicentenaire de sa mort. Voilà. Un roi bien voyageur. Ouvrage sur Louis XIV aussi, paru en 2020, sur les villes du Levant, et puis ce grand livre sur Constantinople, paru en 1995, et qui m'avait accompagné dans la rédaction de ma thèse à l'époque, quand j'ai un très très beau souvenir de ce livre sur Constantinople, la ville que désirait le monde, une sorte de biographie de Constantinople, comme on dit désormais. Et donc, le titre de sa conférence d'aujourd'hui, Voyageurs anglais à Versailles, de Charles II à Marie-Antoinette, la société de cour comme moyen de rapprochement international. Merci beaucoup, et merci beaucoup de l'invitation. Je suis très honoré d'être ici. Je voudrais parler de la société de cour, qui était une mécanique, les dynasties dont parlait Michelet dans la citation qu'on a eue, qui réunissait les pays par les mariages dynastiques, les voyages, et puis le même langage de symboles, de pouvoir, d'armée, de vêtements, de chevaux, etc. Et parmi les dynasties les plus internationales, les plus voyageurs, il y avait les Stuarts, à cause de la politique. Et je voudrais mettre l'emphase sur les voyages politiques et les raisons politiques des voyages. Voilà le magnifique tableau par Philippe de Champagne, de Charles II, en exil en France, et il se décrit comme un prince vagabond, un vagabond. On utilise ce mot, pas voyageur. La reine, sa mère, Henriette Marie, dit « Oh, nous sommes une famille de vagabonds ». Et il voyage de Paris, quelquefois à Cologne, quelquefois à Bruxelles, jusqu'au moment de sa restauration. Et après sa restauration, en 1660, Londres devient, la cour de Londres devient en partie francophone. Et le chevalier de Gramont dit, c'est-à-dire Anthony Hamilton dit dans ses mémoires, je me sentais à Londres comme à Paris, c'est-à-dire le même genre de vie de cour et le même langage, tout le monde parlait français, et quelquefois les mêmes personnages. Et voilà le tableau célèbre de Notre de la famille royale en Dieu de l'Inde à Versailles, et le personnage central, un peu à gauche, c'est Henriette Anne, duchesse d'Orléans, sœur de Charles II, épouse du frère de Louis XIV, qui voyage un peu entre Londres et Paris. Et c'est elle qui est une des premières visiteurs anglais de Versailles, et c'est elle qui fait le traité de Douvres entre les deux pays. Et on voit à quel point les deux pays étaient liés. On parle tout le temps de guerre sans arrêt, mais il y avait aussi des périodes bien plus élargies de paix. Le nombre d'Anglais qui visitent et admirent le château de Versailles remet en cause le mythe de rivalité entre les deux pays. La France et l'Angleterre partagent de nombreux liens dans les domaines commercial, culturel, esthétique et diplomatique. Et les Anglais comptaient parmi les invités les plus prestigieux, les visiteurs les plus enthousiastes et les imitateurs les plus fervents de ce qu'on appelait le plus magnifique et plus majestueux château, c'est-à-dire Versailles. Et ça, c'est, je cite,
le London Gazette, et le journal décrit la maquette en cuivre recouverte d'or et d'argent du château et de tous les jardins et aqueducs qu'on montrait à Londres dans le Strand. Et la voilà au moment où elle fait le traité de Douvres. Elle voyage jusqu'à Douvres pour faire un traité entre Charles II et Louis XIV. C'est une vraie diplomate. Et voilà encore un Anglais qui visite Versailles. Les premières fêtes de Versailles, c'est le duc de Monmouth, le fils illégitime préféré de Charles II, qui se bat dans l'armée française, dans la guerre anglo-française contre les Pays-Bas. Donc il y a aussi beaucoup de soldats anglais qui voyagent en Europe et qui se battent dans l'armée française. Et c'est fait par un peintre français, Henri Gascard, et habillé à la française. Ça va presque sans dire. Et voilà une autre voyageur, un autre lien humain entre les deux cours, c'est Louise de Keroual, seule femme à avoir été duchesse de son chef dans 2 pays. Elle est duchesse de Portsmouth en Angleterre et duchesse d'Aubigny par la grâce de Louis XIV en France. Et derrière elle, il y a la mer, et je crois que c'est un symbole de ses voyages fréquents entre Londres et Paris, et pour voir ces terres de Bretagne et de France. Et bien sûr, il y a, je ne sais pas si c'est une esclave, un serviteur africain qui a aussi fait bien d'autres voyages. Elle tient dans les mains du corail et des perles. Je crois que c'est un symbole de prospérité maritime, de la richesse des mers. Donc c'est un vrai tableau de voyageurs. Là voilà encore un lien politique très important. Au moment de sa résidence à Londres, le vrai centre du gouvernement anglais, c'était l'appartement de Louise de Keroual dans le palais de Whitehall. Et une autre voyageure française qui est allée cette fois-ci à Londres, c'est la duchesse de Mazarin, la nièce préférée de Mazarin, qui, comme beaucoup de Français, s'installent à Londres quand ils ou elles sont en disgrâce en France. Et voilà un autre Anglais qui vient à Versailles. Il porte talons rouges comme les courtisans de Versailles. Il y a aussi les objets qui voyagent autant que les hommes et les femmes. C'est le chambellan de la reine Henriette Marie, Lord Jermyn, Earl of St. Albans, qui crée le quartier de St. James à Londres. Donc il y a aussi des plans de ville et des tracés de rue qui voyagent. Et voilà le château en Angleterre de l'ambassadeur d'Angleterre à Versailles, qui visite très souvent Versailles. C'est Ralph Montagu, admirateur de Louis XIV, des eaux de Versailles, qui imite Versailles dans la Northamptonshire. Bolton House, les grandes pièces d'eau de Bolton, les objets d'orfèvrerie et d'argenterie qui voyagent aussi, comme les ouvriers qui, surtout après la révocation de l'édit de Nantes, il y a un exode, comme vous savez, de protestants de France. Et même les maîtres de danse voyagent. C'est des contredanses françaises de la bibliothèque de Bolton. Donc, il y a cette attraction de Versailles. Au moment de paix, le médecin anglais Martin Lister, par exemple, en 1698, dans l'un des nombreux livres anglais de l'époque consacrés à Paris et à Versailles, il appelle Versailles le château le plus splendide de l'Europe, l'esplanade vers les jardins et les parterres
font partie des plus belles choses que l'on puisse voir. Il était même possible, en l'absence du roi, et muni d'une lettre de recommandation pour les voyageurs étrangers de visiter les appartements privés et les collections personnelles du monarque. Et Louis XIV avait, d'une certaine façon, fait Versailles presque plus pour les voyageurs européens, pour les impressionner, que pour les Français. Et voilà un autre genre de voyageur, mais tout aussi politique, c'est un huguenot, Henri de Ruvigny, qui quitte la France et devient officier dans l'armée britannique. Henri de Ruvigny, Lord Galway. Un autre voyageur politique, un lien entre les deux pays, c'est l'ex-favori de Louis XIV, Lezin. Il voyage à Londres pour ramener en 1688 la reine Marie de Modène, femme de Jacques II au moment de la Révolution d'Angleterre. Et c'est lui qui organise son voyage, sa fuite, et son récompense, c'est d'être fait chevalier de la Jarretière. Il est habillé dans les habits d'un chevalier de la Jarretière, dans ce magnifique portrait par Larginière. Donc c'est un Français dans un habit anglais. Voilà la réception de Jacques II par Louis XIV à Saint-Germain-en-Laye en janvier 1689. Et après, il y a un va-et-vient constant de voyageurs politiques, de jacobites, qui suivent le roi à Saint-Germain jusqu'à sa mort en 1702. Donc, Paris redevient en partie anglais, surtout dans ce quartier-ci. On décrit la rue Jacob, par exemple, comme plein de cafés d'anglais au moment de la diaspora jacobite, qui a eu une assez grande influence intellectuelle et culturelle ici. Voilà le palais de Saint-Germain. 1000 courtisans anglais s'y installent après 1688 et des familles anglaises y restent dans leurs appartements, même jusqu'à la Révolution de 89. Voilà la cour anglaise en exil et ils font partie de la société intime de Louis XIV. Il y a des rapports ils sont cousins issus de Germain, mais aussi la facilité, l'égalité des rangs rend la société assez agréable pour Louis XIV et Madame de Maintenon. Et bien sûr que Marie de Modène devienne amie intime de Madame de Maintenon. Et voilà un des courtisans jacobites, c'est Lord Drummond de Melfort, duc de Perth. Les duchés, les titres jacobites sont officiellement reconnus par Louis XIV et le Parlement de Paris. Donc, il y a des liens par les rangs autant que par la parenté. Et ils fondent une famille d'officiers français, d'origine anglaise ou écossaise dans l'armée française. Et il y a un traité de la cavalerie par le comte Drummond de Melfort qui est devenu une bible pour les officiers français. Et voilà une autre anglaise qui est Lady Mary Herbert, qui est une jacobite habitant Saint-Germain-en-Laye, peint par Larginière. Son père, le comte de Paris, qui s'installe à Saint-Germain aussi. Et voilà un portrait magnifique par Larginière de ce Benjamin Throckmorton. C'est un Anglais qui vient, un Anglais jacobite qui vient à Paris pour voir la cour et pour se faire peindre par Larginière. Donc, mais il n'y a pas seulement les jacobites, il y a les Anglais moyens qui viennent au moment de paix à Paris et à Versailles. Je cite un autre admirateur, un médecin anglais, John Northley, 1701.
Versailles, le plus beau château d'Europe, son toit doré chatoyant offre un spectacle grandiose avec ses statues, ses canaux, ses bosquets, ses grottes, ses fontaines et autres merveilles. Le jardin surpasse de loin tout ce que l'on peut voir de la sorte en Italie. Et ce ne sont pas seulement des gens d'élite, mais des commerçants anglais en voyage. Cheval Stevens, en 1739, fait l'éloge du grand escalier de Versailles, composé des plus beaux marbres. Et il y a de nombreuses répliques de l'escalier de marbre, de l'escalier des ambassadeurs en Angleterre jusqu'au XXe siècle. Tant est grande l'admiration. L'extrême délicatesse de la musique et du chant dans la chapelle. La chapelle est particulièrement admirée des Anglais, même des Anglais d'origine huguenote protestante. Et tous les livres de guide du Grand Tour au XVIIIe siècle, la France est tout autant une destination que l'Italie, et toujours ils décrivent le château de Versailles comme l'un des plus beaux de toute l'Europe. Le grand escalier en marbre devance toutes les merveilles de l'Antiquité. Et ils sont fascinés par la vie sociale de la cour à Versailles, du dîner en public de la famille royale, de la messe dans la chapelle royale. Et je cite 1649, un officier de marine nommé Augustus Harvey, dont le père est le plus grand mémorialiste de cour anglais, Lord Harvey, dont la mère habite Paris. Déjà, il y a des Anglais installés à Paris, et il se bat contre la France quand il y a des guerres. Au moment de paix, il vient à Versailles, qu'il appelle dans son journal « The pile of magnificence and grandeur, and scene of uninterrupted pleasures ». J'ai reçu une idée de la grandeur de la cour de France, telle que depuis je n'ai eu qu'une opinion assez minable de la nôtre à St. James's, et je n'ai jamais changé d'avis, même quand j'en faisais partie. Il parle de la grandeur de Versailles, de la grandeur de Saint-Cloud aussi. Beyond description for magnificence, taste and elegance. Et je crois que c'est le goût partagé entre les cours d'Europe pour la magnificence, le goût et l'élégance qui est plus grande peut-être que les rivalités nationales. Et toujours, dans toutes les descriptions de Versailles, jusqu'à 89, il y a cet éloge de la cour et surtout de la grande messe dans la chapelle. Et Lord Chesterfield, qui aussi faisait partie de la cour de St. James, il écrit à son fils en 1651 « Rends-toi au lever du roi et du dauphin. 1 heure à Versailles, Compiègne ou Saint-Cloud vaut bien mieux pour toi que 3 heures passées à lire les meilleurs livres jamais écrits dans la solitude de votre cabinet. » Et il y a des imitations pratiques, parce que, comme je vous ai dit, les objets voyagent autant que les hommes et les femmes. Voilà un livre qui relie les deux cours. C'est écrit en exil à Saint-Germain, sur la cour de Charles II, 40 ans avant. Imitation du jardin de Versailles à Hampton Court. Avant le goût des jardins naturels, tous les grands jardins anglais étaient à la française. Ça, c'est Chatsworth, le plus grand domaine anglais dans le Derbyshire. Voilà Guillaume III qui se fait peindre à la Louis XIV, même en le battant. Voilà Hans Willem Bentinck, ambassadeur de Guillaume III auprès de Louis XIV, ses descriptions de Versailles sont aussi fabuleuses, même s'il est ennemi de Louis XIV, surtout les jardins et la qualité de tulipes parce que Guillaume III était grand jardinier.
Voilà un tombeau jacobite près d'ici, dans une église de la rue Saint-Jacques. Voilà la statue, le buste de Louis XIV qui reste toujours au sommet de Blenheim Palace dans le Oxfordshire. Chatsworth, un château à la française, décoré par un peintre français, Louis Laguerre, et le jardin est fait par des Français, même pendant la guerre de succession d'Espagne. Voilà les grands fresques de Louis Laguerre à Chatsworth. Les objets français qui voyagent, les meubles boules et les bustes de Louis XIV, comme là, ça c'est toujours à Chatsworth. Et voilà un autre grand seigneur jacobite, le duc de Berwick, un exemple frappant des liens entre les cours de trois pays, parce qu'il est duc de Berwick en Angleterre, duc de Fitzjames en France et duc de Liria en Espagne, parce qu'il s'est battu pour Philippe V d'Espagne. Et ses descendants y sont toujours. Et voilà un Anglais, une grande influence intellectuelle sur Voltaire, c'est Lord Bolingbroke, qui est le type de l'anglais francophile qui passe la moitié de sa vie en France pour des raisons politiques anglaises, qui négocie la paix en 1713 et qui enfin épouse une Française et qui habite dans un château qui maintenant, je crois, le château de Villette fait partie de l'université d'Orléans. Et Voltaire le voit tout le temps. Un autre lien, c'est l'abbé Gautier qui voyageait entre les cours de Londres et de Paris pour faire la paix de 1713. Matthew Prior qui parlait parfaitement français, qui est reçu dans des interviews secrètes par Louis XIV lui-même et qui fait l'éloge, ou critique Louis XIV au moment de la guerre et puis fait l'éloge de Louis XIV au moment de la paix. Et Louis XIV, en négociant la paix avec Prior et Bolingbroke, il dit les deux pays ne sont séparés que par des circonstances. Au fond, nous faisons partie du même sang. C'est-à-dire qu'il fait référence, je crois, à la conquête normande de l'Angleterre. Et voilà un autre Anglais voyageur en France, c'est le duc de Ormond, qui avait été commandant en chef de l'armée anglaise et qui devient jacobite, et pour des raisons politiques, il habite ou Paris ou Saint-Germain, ou plus tard, quand il n'a plus d'argent, il habite Avignon pendant longtemps. Dans le film de la gueule. Et voilà des objets français qui voyagent, des tapisseries de Gobelins dans les châteaux anglais, Osterley, Newby, Newby encore. Ça c'est Croom Court, c'est une pièce, ça montre le goût des Anglais pour la culture française. Les Anglais viennent en France et ils rentrent en Angleterre avec les achats d'objets de luxe, ou Sèvres ou Gobelins. Voilà Lord Chesterfield qui admire tellement Versailles. Voilà Augustus Harvey qui est entre batailles contre la France. Il passe autant de temps possible en France. La duchesse de Northumberland qui vient pour voir le mariage du futur Louis XVI avec Marie-Antoinette. C'est l'apogée de Versailles pour les Anglais, pour les Européens. Et il y a un panégyrique célèbre d'Edmund Burke sur Marie-Antoinette à ce moment, étincelante comme l'étoile du matin, pleine de vie, de splendeur et de joie. Et c'est les premiers livres de la contre-révolution en Angleterre, et traduit tout de suite en français, Reflections on the Revolution par Burke. Ils font référence aux splendeurs de Versailles et aux visites des Anglais à Versailles. Et la duchesse de Northumberland
aussi va uniquement pour voir les fêtes du mariage. Elle devient amie de Madame du Barry qui lui prête sa maison, ses écuries, sa cuisine et même sa cave. Et Louis XV lui-même, d'après son journal, c'est lui qui prépare le café de la duchesse anglaise. Voilà les fêtes du mariage dans la salle de l'opéra. Les fêtes dans le parc. Il y a bien d'autres Anglais qui font des descriptions de ces fêtes, y compris Horace Walpole, autre Anglais qui passe la moitié de sa vie à Paris et à Versailles, qui admire Marie-Antoinette. La voilà, et vous voyez comme elle influence les modes anglaises. Ça, c'est Marie-Antoinette par Madame Vigée-Lebrun, la duchesse de Polignac par Madame Vigée-Lebrun, et la duchesse de Devonshire par Gainsborough, mais toujours habillée de même et toujours avec une rose de couleur rose à la main. Et des Anglais qui ne sont pas reçus à la cour à Londres peuvent aller chez Madame de Polignac à Versailles, qui tient maison ouverte le soir. Les assemblées du soir chez Madame de Polignac étaient plus encore un sujet de grande animadversion, écrit William Eden en 1787, que toutes les extravagances de la cour. La reine, surtout parce que c'était un cercle restreint, ou du moins le français, c'était plus ouvert pour les étrangers. La reine parlait, jouait au tric-trac ou au billard et assistait souvent à un concert durant lequel elle chantait et parfois à un petit bal où elle dansait. Et l'amitié entre la duchesse de Devonshire et la duchesse de Polignac est très intéressante. C'est encore les liens entre les deux pays. La duchesse de Polignac écrit au moment de la guerre d'indépendance américaine: finissons celle-ci, je vous en supplie. Comment est-il possible que deux nations qui se respectent, s'accordent, se recherchent et s'adorent à ce point puissent se détruire avec tant de rage? Et il y a des descriptions par les Devonshire de Versailles au moment de l'Assemblée nationale des États généraux, absolument fascinant, où on voit le monde de Versailles qui finit et les assemblées s'arrêtent. Ils voient par exemple le 28 juin 1789 dans la Galerie des Glaces, le roi s'arrêta et nous parla beaucoup. Il est moins gros, plus beau et mieux habillé qu'on ne pense. La messe du roi était remarquable, encore en juin 89, raffinée et inspirait une grande dévotion. L'élévation de l'hostie était accompagnée d'une merveilleuse musique de tambour qui était du plus bel effet. Et la reine commence à perdre de sa grâce et de sa beauté. La reine est tristement transformée avec son gros ventre et sans cheveux, mais elle garde tout de même un certain éclat. Et je finirai bien sûr, il y a moins de voyages pendant les guerres de la Révolution et de l'Empire, mais après 1814, tout cet engouement reprend, et je finirai avec le retour de Louis XVIII, accompagné du prince régent jusqu'à Douvres. Le dernier bal de cour à Versailles, c'est pour la reine d'Angleterre, la reine Victoria. C'est un dessin de 1855. C'est au moment de l'alliance de la France et de l'Angleterre contre la Russie, la guerre de Crimée, dans les mêmes endroits où on se bat maintenant. Et le journal de la reine Victoria est un témoignage extraordinaire d'amitié franco-anglaise. Et elle décrit, comme tous les précédents visiteurs anglais du château, elle décrit le bal et le souper à l'opéra à Versailles comme l'un des plus beaux et plus magnifiques spectacles que nous n'ayons jamais vus.
Je vous remercie. Voilà, merci.